3 mars 2024. Bienvenue à l'ère du temps qui reçoit aujourd'hui Baba One, Amadou Tidiane One dit Baba, qu'on ne présente plus au Sénégalais, ancien ministre de la culture du Sénégal, écrivain et qui continue toujours à produire pour faire du sens. Nous sommes aussi avec Magaï Kassé, professeur des universités, qu'on ne présente plus au Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du Sénégal, de ce qui arrive au pays et comment faire pour sortir du gouffre. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. L'intolérance, la liberté d'expression et la violence de plus en plus sont légion au Sénégal. En dernière date, l'agression contre notre consoeur Maïmouna Ndoufay. Magaï Kassé, comment peut-on comprendre que le Sénégal soit arrivé à cette situation? Mais d'abord, Alassane, permets-moi de te de saluer mon vieil ami et jeune frère que j'appelle affectueusement Baba. Merci de m'avoir invité une nouvelle fois. Je salue tes auditeurs, auditrices, tes téléspectateurs et téléspectatrices plus tard. Je voudrais d'abord me présenter à toi aujourd'hui à mes qualités en tant qu'enseignant, en tant qu'universitaire, chercheur, et en même, donc par là même un passeur, puisque nous avons la responsabilité de former des citoyens capables de s'insérer dans le monde d'aujourd'hui. Et en même temps, je suis un citoyen qui est conscient et en même temps préoccupé de la manière dont le monde est géré et singulièrement notre pays est géré, puisque la politique c'est ça, c'est la gestion de la cité, et donc qui est également traversée par une série de réflexions, elle-même issue d'une Weltanschauung, d'une conception du monde, dans laquelle conception je regarde avec beaucoup d'attention en tant que marxiste aussi, hein, je dois bien l'avouer, et je revendique un petit peu cette pensée-là. Au fond, comment fonctionnent nos sociétés? Si on veut comprendre la manière dont nos sociétés fonctionnent, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire les rapports sociaux, les rapports de production, les classes et les couches sociales qui agissent dans nos sociétés, y compris nos sociétés contemporaines. C'est la raison pour laquelle, évidemment, quand tu m'as invité à venir discuter avec notre ami Baba, que je salue vraiment à nouveau, ancien ministre de la Culture, quelqu'un qui est très féru de connaissances également, et qui est préoccupé par le sort du pays, je pense. Donc c'est un bonheur d'être avec lui et avec toi ce matin. Merci. Alors, quand on pose la question quid de notre pays aujourd'hui, évidemment, ce qui paraît le plus immédiat à dire, c'est un petit peu, non pas les phénomènes, parce que nous avons l'habitude, malheureusement, dans notre pays, d'analyser et de parler beaucoup plus des épiphénomènes que des phénomènes. Et ici, je prends le mot phénomène et épiphénomène dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire un phénomène, quelque chose qui s'ajoute. L'épiphénomène, c'est quelque chose qui s'ajoute à un phénomène et qui, dans une certaine mesure, ne réagit pas sur lui. C'est ça l'épiphénomène. Je crois, et je le dis pour le regretter, on s'attache davantage aux épiphénomènes qu'à analyser les phénomènes. Et c'est ce qui fait que quand quelque chose surgit, comme il y a à peu près 48 heures, 72 heures, cette ignoble agression contre une journaliste qui n'a fait au fond que son devoir, évidemment, ça nous permet de revenir sur ce qui fonde ce type de violence qui peut amener quelqu'un jusqu'à des actes qu'on ne peut que condamner. Et donc, si on parle de la violence, il faut savoir, au fond, d'où vient cette violence-là. Est-ce que cette violence-là n'est pas devenue congénitale de notre société contemporaine sénégalaise? Et qu'est-ce qui fait que cette violence est venue, s'est installée et a commencé à prospérer? On trouve tout à fait normal de lever la main sur quelqu'un, on trouve tout à fait normal de bousculer des gens qui n'ont que le tort de penser différemment. Et là, je crois qu'il faudrait qu'on revienne aussi à une analyse très fine de nos sociétés pour comprendre pourquoi on a créé et entretenu et on a laissé faire florès cette culture de la violence qui fait qu'aujourd'hui,
on ne peut plus discuter de manière sereine, même si on n'est pas d'accord, c'est-à-dire cette intolérance qui commence à prendre vraiment racine dans le débat, qui commence à prendre racine dans les prises de position, et qui fait que je ne suis plus préoccupé par ce que l'autre m'apporte dans la différence de point de vue qu'il manifeste par rapport à moi, mais je suis beaucoup plus enclin à lui imposer ma façon de voir. Et si ça se fait, c'est parce que aussi derrière tout cela, il y a un système économique dominant qui utilise aussi des expédients pour pouvoir perpétuer sa domination. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion On va de y arriver. revenir là-dessus. Comment peut-on comprendre cette intolérance au Sénégal aujourd'hui? Je voudrais d'abord m'acquitter de la politesse de mettre mon chapeau bas face au professeur Magaï Kassé, dont je connais un peu la trajectoire, mais dont surtout je connais le rôle qu'il joue dans la société à divers niveaux des débats souterrains qu'il agite. Je voudrais donc dire tout le plaisir que j'ai à lui faire face pour parler du pays. Je voudrais, avant de rentrer dans le sujet, m'incliner devant la mémoire de quelqu'un qui nous était cher, Serigne Babacar Mbow, dit chacun, que nous avons connu, fréquenté, et qui aura fait ce que nous n'avons pas fait. Je me rappelle des soirées que nous passions à Bagneux avec son épouse, Alice, et où nous refaisions le monde. Et lui, il est allé au bout de son rêve, en transformant un village, Ndem, et en le mettant sur la planisphère. Hommage donc à cet homme-là, qui tombe à un moment où, comme vous le dites, notre pays traverse une zone de turbulence. Mais moi, je trouve que ce n'est pas la première fois. Notre pays a toujours été agité par des phénomènes violents. Ce qui est nouveau, c'est la diffusion de la violence, la diffusion de l'information violente, le partage d'images violentes qui sont aujourd'hui devenues un phénomène de société qu'il va falloir analyser. Mais si nous prenons juste comme référence de départ le 17 décembre 1962, j'ai fait un parallèle avec ce qui s'est passé récemment à l'Assemblée nationale. Oui. Les députés ont été encerclés. Qui a eu raison, qui a eu tort, l'histoire le révélera, mais toujours est-il que le procédé est le même. Des députés ont été encerclés, des lois ont été votées, une situation politique a été créée pour permettre l'émergence d'une force unique qui s'est avérée être l'UPS, devenu plus tard PS, qui a contrôlé le pays sous le nom d'un parti unifié et qui a marginalisé les forces de gauche d'alors, dont le PAI d'origine, et les leaders du PAI d'origine avaient été forcés à l'exil. Aujourd'hui encore, donc, nous assistons à des phénomènes d'exil, même s'ils sont infiniment beaucoup plus petits. C'est 3-4 mois dans un pays voisin, mais Majmoud Diop a été à Moscou, Ly Tidiane Baïdi a été à Alger. L'histoire du Sénégal, qui devait être écrite, tarde encore à l'être, et surtout à être montrée en images, pour que ceux qui se croient des héros aujourd'hui n'oublient pas que ce pays s'est créé au prix de sacrifices énormes de personnes dont personne ne parle aujourd'hui. Peut-être que regarder dans le rétroviseur va nous permettre d'abord de devenir un peu plus humble et de comprendre que la réalité qui est en cours dans notre pays, le Magaï le dit très bien, c'est une réalité créée par des forces objectives qui sont là, qui gèrent des intérêts. Intérêts de classe, dit-il, en bon marxiste, intérêts de lobby, dit-on maintenant dans les mots modernes, ce soit des entrepreneurs, des lobbies du gaz, des lobbies du pétrole, des lobbies de tout ce que vous voulez, qui veulent contrôler l'appareil d'État à leur service exclusif. Il faut donc identifier ces forces-là et identifier quelles sont les forces qui s'opposent à elles. Et pour comprendre les enjeux apparents ou souterrains de tout ce qui se passe et qui a été, par exemple, dit lors du dialogue, où on a identifié des gens prétendument chefs religieux, mais qui sont des chefs et non des religieux, dans la mesure où ils défigurent l'essence de la religion, qui est, à mon sens, moi étant un talibé, en face de mon frère marxiste, je dis, nous avons des gens qui ont trahi l'esprit et la lettre de la religion pour leurs intérêts personnels. Il est quand même étonnant que dans ce pays, ce soit les chefs religieux qui aient les plus belles voitures, les plus grandes maisons, les plus belles épouses. Il faudra bien qu'un jour, on touche ces phénomènes-là du doigt pour leur rappeler et leurs responsabilités et les convenances que leur impose le statut que
que nous leur laissons. Parce que sinon, nous, on les fait descendre le piédestal, ils deviennent des citoyens comme nous autres. Nous consentons à leur laisser le privilège d'un citoyen plus s'ils nous respectent. Mais s'ils ne nous respectent plus, le contrat est rompu. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut qu'on aille en profondeur. Ouais. Je suis vraiment heureux qu'on échange aujourd'hui, qu'on aille au fond des questions et nous sommes à ta disposition. Cette situation intervient dans un phénomène où la classe politique de façon globale se regarde en chien de faïence. Avec sourdine la bataille pour le contrôle du gaz et du pétrole. Est-ce que ça peut mettre le Sénégal en danger aujourd'hui? Je crois que le Sénégal, d'abord je voudrais rectifier, pardon, comme chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, on emploie de manière abusive le terme de classe. On nous parle de classe politique. À moins que ces soi-disant membres de cette classe n'aient les mêmes intérêts d'exploitation. En lieu et place des classes traditionnelles dont on parle, dont on analyse d'ailleurs le rôle et la fonction et la place dans le système de production. Les classes sociales, c'est les classes qui dominent et les classes qui sont dominées. Ou alors, j'opterais moi à la place de classe politique, disons de politiciens, de gens qui ont fait de la politique leur métier et qui ne sont pas là pour être redevables de leurs connaissances par rapport à la société. Ce sont des gens qui vivent de la politique et qui veulent aller, disons, à la conquête de quelque pouvoir que ce soit, à leur propre profit et non au profit du plus grand nombre. Évidemment, dans ce cas-là, ils constituent une classe sociale de gens qui usent de toute forme d'expédients pour arriver au pouvoir, s'y maintenir, jouir des privilèges, des prébendes et ne pas se soucier des questions fondamentales qui agitent nos sociétés et pour lesquelles on attend des réponses pour que vivre cette vie soit quelque chose qui soit tout à fait normal et que cette vie soit une vie digne. Cela étant dit, il me semble qu'on ne se préoccupe pas du tout de l'analyse structurelle de la manière dont nos sociétés fonctionnent. Nous avons des sociétés africaines qui sont dans des situations qu'on nous envie ailleurs, marquées fondamentalement par la jeunesse. Nous avons un pourcentage de jeunes incroyable. Et on ne se pose pas la question du devenir de cette jeunesse-là. Cette jeunesse-là est prise dans les raies de l'ignorance puisque l'école a failli. Nous n'avons pas une école. À l'époque où nous étions, nous, des élèves et après des étudiants, il était de bon ton de dire nous sommes dans l'école publique parce que l'école publique nous forme. L'école publique nous donne à travers le savoir-faire et le savoir transmettre des enseignants, de bons enseignants. L'école nous donnait la possibilité d'avancer dans la société et de connaître et d'avoir envie de davantage connaître. Est-ce que justement ce sorte de maintien de cette jeunesse dans cette ignorance-là n'est pas le vrai danger pour nos pays? Mais bien entendu, parce que si vous regardez un petit peu, si vous êtes attentif à l'évolution de nos sociétés, les jeunes ne se sentent nulle part. Les jeunes se sentent des laissés pour compte. Les jeunes ne sont pas pris en compte, passez-moi la redondance, dans les préoccupations qui sont tout à fait légitimes de pouvoir devenir, dans un devenir à construire. Parce que ces jeunes-là sont un petit peu, disons, marginalisés, parce que d'abord ils quittent l'école très tôt, ils n'ont pas une formation. Je salue évidemment les efforts qui sont faits pour que la jeunesse puisse avoir, dans des structures de formation professionnelle, disons, la chance de devenir en tout cas des citoyens qui soient utiles à leur pays. Nous avons un pays également dans lequel le système éducatif, bien que je sois quelqu'un des sciences humaines et des sciences sociales, disons le pourcentage de bacheliers, par exemple, du secteur, disons, littéraire, est beaucoup plus important que le pourcentage de bacheliers dans les séries scientifiques et dans les... Or, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la course que se mènent les sociétés contemporaines se gagne à partir de l'accès à la connaissance, au savoir et au développement de la connaissance et du savoir. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux aspects positifs, mais également aux aspects négatifs de l'intelligence artificielle. Est-ce que nous sommes armés pour faire face à cela? Est-ce que nous sommes dans une situation dans laquelle nous pouvons être capables d'utiliser cette nouvelle façon de faire la technologie, etc., pour nous-mêmes et non pas subir
et profiter de ce que les autres vont faire. Donc, nous avons une jeunesse qui n'est pas prise en compte dans ses rêves, qui n'est pas prise en compte et qui se sent marginalisée, méprisée et qui peut faire le lit, malheureusement, de forces qui vont les utiliser, qui vont s'en servir pour des saccages, pour perpétuer la violence, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus une conception du monde qui leur fasse croire que ce monde dans lequel ils vivent leur appartient malgré tout. Est-ce que justement, à Babouane, on n'est pas en train de vivre les conséquences d'avoir délaissé l'éducation, de n'avoir pas su adapter l'éducation au nouveau monde? La faillite du système éducatif est de la responsabilité de l'État. Absolument. Absolument. On dit que l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, C'est c'est l'école. l'État qui la doit. Malheureusement, depuis plusieurs années, on ne va pas... Le plan d'ajustement structurel. Depuis plusieurs années, disons, pour vraiment que nous assumions tous collectivement une part de responsabilité dans la faillite de notre système éducatif. Nous regardons dans la proche banlieue des classes de 114 élèves. Oui. Tant que votre enfant n'y est pas, vous ne vous en préoccupez pas. Nous regardons des écoles inondées une bonne partie de l'année. Personne n'en parle parce que votre fils n'est pas concerné. Cette distance que nous prenons par rapport à la réalité de notre pays, chacun replié sur lui-même, est à interroger. Mais je pense que la faillite de l'État central, au-delà du système éducatif, est en tendance avec la déliquescence des hommes politiques, qui ne sont plus des hommes politiques, mais des politiciens, comme le disait Magaye Kassé. Les politiciens prennent tous les raccourcis pour des parcelles de pouvoir. Ces parcelles de pouvoir, malheureusement, depuis quelques années, se traduisent plus en numéraire qu'en exercice d'une fonction. Nous avons connu des hommes très puissants au Sénégal qui, à leur décès, n'avaient qu'une seule maison. Aujourd'hui, un jeune fonctionnaire des impôts, je suis désolé de le dire, peut, au bout de 6 ans de carrière, construire un immeuble de rente. Il faut qu'on parle de ces choses-là, parce que c'est scandaleux. On ne peut pas considérer que la politique doit être un raccourci pour la richesse, première chose. Parce que le jour où on va fermer toutes les vannes d'enrichissement politique, le métier n'aura plus beaucoup de candidats. Ensuite, on ne peut pas comprendre que dans un pays, des fonctionnaires de l'État, dont nous connaissons la grille salariale, dont nous savons ce qu'ils devraient gagner normalement, puissent avoir un train de vie, aujourd'hui étalé dans les réseaux sociaux, qui dépasse l'entendement et soient soupçonnés d'être des milliardaires. Mais on est dans quel pays? Est-ce que ce n'est pas cette violence symbolique qui font que les jeunes qui sont dans les réseaux sociaux soient révoltés? J'arrive sur ça, parce que je vais vous dire, Magaye a souligné un élément très important, c'est la jeunesse scandaleuse dont l'Afrique jouit. Au lieu d'en faire une force, nous en sommes victimes. J'ai lu il y a quelques jours un article du New York Times qui donne la parole à des entrepreneurs américains qui font du lobbying pour qu'on ouvre les portes à la migration. Parce que leur économie en a besoin. Parce que leur population décline et qu'ils ont besoin de bras. Et les filières clandestines... Entre guillemets, les nouveaux esclaves. Les filières clandestines du Nicaragua sont organisées, financées par des individus que les polices internationales connaissent. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont arriver comme les esclaves, bien sûr, aux conditions du marché et vont être décotés pour être exploités jusqu'à leur vieillesse et on va nous les rendre. Voilà. Maintenant, moi, j'estime que nos pays n'ont pas de politique d'immigration. J'ai évoqué, quand j'étais ambassadeur au Canada, le principe, l'idée d'une immigration concertée. Vous avez besoin de jeunes, nous en avons. Mettez chez nous les structures d'éducation qui peuvent répondre aux besoins de votre marché. Nous faisons un accord pour des cycles d'immigration de 5 ans. On vous envoie 1000 jeunes pour 5 ans, on les ramène au pays parce qu'ils ont acquis de l'expérience et qu'au départ, dans le contrat, on aura mis une partie de leur revenu à la banque de l'habitat pour financer leur habitat au retour. À l'image de l'immigration asiatique. Mais on va se former, on revient. Pourquoi nous, on n'utilise pas nos intelligences? Et là, parlant à un universitaire, je suis ému de voir aujourd'hui que le pouvoir politique est contredit par ces universitaires. Alors qu'il y aurait dû y avoir une complicité entre le pouvoir politique et les sachants de nos universités.
Comment peut-on admettre que dans un pays qui fonctionne, l'université soit en conflit avec l'État? L'université doit faire des recherches, financer des thèses pour aider l'État à voir clair dans ses politiques publiques, Absolument. à voir clair dans ses politiques de santé. Mais si l'État considère que l'université est, comment dirais-je, son ennemi Et l'opposition. et l'opposition, on en arrive à la situation où aujourd'hui, le landerneau politique est sans génie. Il est essentiellement violent. Il est essentiellement violent parce que les gens n'ont rien à dire, donc ils ne se parlent pas. Et ceux qui font de la politique ont juste les moyens de payer des nervis. Et c'est vrai, là, il y a un clin d'œil important à faire à ce que la presse aussi fasse son travail. Absolument. Parce que c'est à la presse, qui est le quatrième pouvoir, de dénoncer les dérives des autres pouvoirs qui ne prennent pas leurs responsabilités. Il y a en fait dans notre pays l'urgence, et je le dis sur votre chaîne, qui donne la parole quand même à des gens qui n'ont jamais la parole. La RTS nous appartient. Absolument. Si la RTS faisait son travail de service public, beaucoup d'influence dans les réseaux sociaux n'existerait plus. Parce que la RTS est vue partout. Et ils sont payés par nos deniers. C'est clair. Donc ils peuvent inviter des gens de qualité qui, à chaque fois que quelque chose de mal est dit dans un réseau social, on le rectifie. Dans un débat, qu'un sachant vienne et dise non, ça c'est des histoires. Voyez-vous, l'autre jour, j'ai bien aimé un article que le directeur des domaines a fait en réponse à un acteur politique. La réponse était polie, ferme, mais claire. Tant qu'il y a une communication vertueuse, la marge de manœuvre des manipulateurs va être réduite. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette césure entre ceux qui dirigent et les Sénégalais eux-mêmes? On a l'impression que beaucoup se sont entourés de personnes. Il n'y a pas de dialogue, comme vous l'avez dit. C'est à sens unique. Il n'y a pas d'oreille attentive par rapport à la gestion du pays. Et pourtant, ceux qui sont élus sont là pour servir les Sénégalais. Parce que si le président Maguessa se déplace aujourd'hui, c'est avec les impôts des Sénégalais qui lui payent son salaire, qui le nourrissent, qui payent son avion. Bien sûr, mais au-delà de cela, je voudrais revenir un peu sur ce que Baba a dit concernant l'université, la recherche et son impact attendu dans le développement de nos sociétés contemporaines. Il est évident que si l'université ne remplit pas fondamentalement son rôle, c'est parce qu'il y a une césure entre ce qui se fait à l'université et ce qui se passe dans la société. Je ne peux pas comprendre, par exemple, qu'on n'ait pas mis à profit les recherches qui sont entreprises au niveau de la sociologie, de la psychologie, des sciences humaines de façon générale et des sciences économiques pour pouvoir leur demander à ces universitaires leur point de vue quand il s'agit de régler des questions fondamentales. Mais quelle est la responsabilité de ceux qui dirigent le pays dans ça? Oui, la responsabilité incombe en premier lieu à l'université, puisqu'elle est sortie d'une autonomie que lui donnaient ces textes à une implication de plus en plus étroite dans le jeu politique. Et malheureusement, dans le mauvais sens. Personne ne peut nier que l'université a son rôle à jouer dans la politique, au sens où je l'ai dit tout à l'heure, dans la gestion de la cité, mais à condition que ce qu'elle produit puisse servir la cité, d'une part. Et d'autre part, cette université-là, on n'y croit pas parce que quand il y a eu le saccage de l'université, les réactions ont été très timorées, voire très timides et très tardives. C'est-à-dire qu'on n'a pas senti le réflexe qui devait être celui des universitaires de dire notre outil de travail, notre outil de production de savoir doit être préservé. L'université a toujours connu des étudiants de telle obédience ou telle autre obédience. Mais jamais, au grand jamais, on en est arrivé à saccager ce qui devait être, en fait, la quintessence même. Mais beaucoup de citoyens se posent des questions, justement, sur ce silence de la plupart des universitaires par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que les universitaires ont été les gens ont l'impression que les universitaires ont eu peur de réagir, de ne pas être insultés dans les réseaux sociaux. Pas toujours. C'est-à-dire l'impression que les gens Baba l'a dit tout à l'heure. une sorte de chape de plomb sur les Sénégalais qui ont leur avis différent des autres. Non, je ne le verrai pas comme ça. Tout à l'heure, il a dit quelque chose de très important. Pourquoi, dans les médias publics qui fonctionnent avec nos impôts, on ne fait pas appel à chaque fois que de besoin à des gens qui ont le savoir et la connaissance pour éclairer l'opinion sur telle ou telle question? On ne le fait pas.
Ou alors, on ne fait appel qu'à ceux qui vont dans le même sens que ce qu'on attend d'une parole qui est presque téléguidée, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, ce qui se passe à l'université et à l'image de ce qui se passe dans la société, on prend des raccourcis. C'est-à-dire qu'il faut arriver vite pour ne pas rater le festin auquel personne ne nous a conviés, mais auquel on va être convié de force. C'est-à-dire que le fait de la politique devient aujourd'hui un commerce dans lequel, y compris ceux qui sont victimes d'une illusion de pouvoir, veulent s'engouffrer et pouvoir également jouir des prébendes que cela apporte. Oui. Mais je vais aller plus loin que ça, si tu le permets, Alassane. C'est que cela, évidemment, impacte forcément sur la vision que les gens ont de manière générale de la gestion du pays. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la jeunesse. Cette jeunesse-là, pourquoi on l'a embrigadée dans des actions de violence qui ne devraient pas être s'ils avaient eu la connaissance qu'il fallait et le savoir qu'il fallait pour résister à cela. S'ils avaient le recul nécessaire pour dire, mais ce vers quoi on me convie ne peut pas me convenir moi parce que justement j'ai la connaissance nécessaire, j'ai la capacité d'analyser les phénomènes qui fait que je ne peux pas être entraîné dans cela. Et il y a aussi une sorte d'idéologie, une sorte de Weltanschauung, je reprends encore mon terme, qui s'est tellement étendue dans la société sénégalaise, c'est un petit peu Mattei. C'est aussi la perception qu'on a de la question du pouvoir, de quelque pouvoir que ce soit, du plus haut jusqu'au plus bas. C'est-à-dire que nous avons des citoyens, disons un bloc de citoyens composites dans lequel bloc vous avez des acteurs qui ont des rôles à jouer et d'autres acteurs qui subissent ce qui se passe. Or, si on ne va pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la racine du mal pour comprendre pourquoi tout cela est arrivé et comment se fait-il que ça fonctionne. Parce que n'oublions pas quand même que le Sénégal n'est pas n'importe quel pays. Le Sénégal, du point de vue de sa géopolitique, le Sénégal, du point de vue des promesses que nous attendons et des fruits que nous attendons de ces promesses-là, du gaz, du pétrole, de l'exploitation minière et de la place que le Sénégal devrait pouvoir jouer dans le Conseil des Nations, dans un contexte extrêmement compliqué où la guerre est partout, où ce matin on entendait la menace nucléaire qui pèse sur le monde à partir du conflit russo-ukrainien. Et je lance également un appel pour des actions beaucoup plus vigoureuses encore pour s'élever contre ce qu'Israël fait sur la bande de Gaza. Ça me donne l'occasion de le dire parce que je n'avais pas eu l'occasion de le dire. C'est-à-dire que le monde est perturbé. Et dans ce monde perturbé, nous avons un pays qu'on veut également mettre dans l'œil du cyclone. Alors, si nous n'avons pas la connaissance nécessaire, les analyses qu'il faut pour dire, essayons de nous prémunir de cela. Et pour ce faire, essayons de créer une citoyenneté dans laquelle les gens vont prendre des décisions en toute connaissance de cause, mais justement, pour des intérêts beaucoup plus lointains. Mais quelle est la responsabilité de ceux qui gèrent le pays dans cette situation-là, qui nous ont mis dans une situation aujourd'hui très compliquée, dans une impasse, où on devait aller à des élections, choisir un président, à quelques heures de la campagne, le président prend un décret, remet tout en cause, le Conseil constitutionnel, on est dans un imbroglio extraordinaire. La responsabilité de Macky Sall est engagée. Écoutez, là, c'est même pas la peine de faire de l'histoire. Les récents événements sont un court-métrage de la tragédie de notre pays depuis l'indépendance, de la tragédie de notre pays depuis le 17 décembre 1962. Le malentendu artificiel créé entre deux amis, le président Senghor et le président Mamadou Dia, et qui a reconfiguré l'histoire de notre pays dans la mesure où après la prochaine étape c'est l'éclatement de la Fédération du Mali, c'est le morcellement de la classe politique qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à 300 partis, nous avons 200 candidats, aujourd'hui nous en sommes à 20, au forceps on est à 19, mais écoutez, il y a un problème. Moi j'aurais eu les 19 devant moi, je leur aurais dit messieurs, dames, est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre sur une personne? Mais vous, quand ils font des réunions, vous entendez président tel prend la parole, président tel prend la parole, président tel, c'est tragicomique. Il faut que, si on veut vraiment faire œuvre utile pour notre génération et pour celle de nos enfants, il faut qu'on remette à plat toutes les fausses valeurs qui se sont incrustées, installées et qui font que le président peut se permettre de nous toiser de haut et de dire moi je ferai ça, si vous êtes d'accord c'est bien, si vous n'êtes pas d'accord c'est bien. Mais on ne l'a pas mis là pour ça.
On l'a mis là pour donner forme à nos rêves. On l'a mis là pour gérer nos ressources. On l'a mis là pour veiller à l'égalité des citoyens devant la loi. On l'a mis là pour incarner des valeurs supérieures qui soient des modèles pour les jeunes étudiants, pour les élèves et pour les enfants. On ne l'a pas mis là pour nous toiser de haut. Et là, sa responsabilité personnelle, elle est engagée. Malheureusement, ceux qui sont à son oreille ne lui disent pas ça. Ils le flattent. Ils lui disent tu es le meilleur, tu es le plus beau. On est dans les réseaux sociaux. On voit tout ce que les gens lui disent. Il faut à un moment donné s'arrêter. Alors, je viens à un autre point qui me tient à cœur. Oui. Ce pays peut changer et vite. Comment? Si des leaderships positifs, qui ont de l'empathie pour ce pays, qui pensent aux paysans qui grattent une terre ingrate et qui contribuent pourtant au PIB de ce pays, aux pêcheurs qui ne voient plus de poissons parce qu'on a signé des licences à tort et à travers, aux bijoutiers qui ne voient pas l'or que son sol produit, alors que nous aurions dû avoir aujourd'hui des quartiers. Nous aurions dû avoir une place Vendôme parce que nous avons les meilleurs bijoutiers du monde. Nous aurions dû avoir des Louis Vuitton parce que j'achète mes chaussures chez les petits cordonniers du Sénégal. Ils font les meilleures chaussures du monde. Mais on n'y croit pas. On n'aide personne. Ces gens-là vivent de l'économie de l'informel, c'est-à-dire de l'économie de la survie quotidienne. D'ailleurs, chez nous, on dit la dépense quotidienne. Mais aujourd'hui, Baba Wane, il y a une dame sociologue qui s'appelle Oumouhani ici, qui a fait un papier qui est dans les réseaux sociaux. Il dit que la nation sénégalaise est perdue par la roublardise. Que depuis quelques années, on a un nouveau type de Sénégal qui est apparu dans la scène politico-médiatique. Mais elle a parfaitement raison. J'ai lu ce papier et je la félicite. Nous sommes dans un pays où c'est le Ndjout Ndiaye qui est la règle. Le Ndjout Ndiaye. Le Dor. On appelle ça Dor. Les marabouts de New Dor. Les hommes d'affaires de New Dor. Comment ce morom ne Dor pour que tu te retrouves avec des... Mais c'est ridicule, ce genre de choses. Quand tu vois comment, notamment la veille de la campagne électorale, des paquets de millions changent de main. Pourquoi? Pour tromper les gens. Parce que c'est du spectacle. On vous dit, il y a des spécialistes en mobilisation. Moi, j'ai connu des dames. Elles sont spécialistes en mobilisation. Elles te disent combien de cartes tu veux. Tu lui dis tant, elles lui donnent tant. Elles vont te remplir un stade. Mais pas de gens convaincus. Elles te remplissent de stade où la place de la manifestation de clients payés 2500 francs, 5000 francs ou un peu plus selon le gabarit de la personne qui est venue. On est dans une tromperie collective. J'avais écrit un papier que j'avais appelé hypocrisie générale et lâcheté collective. On survole les problèmes, on les contourne pour ne pas prendre la responsabilité de se faire des ennemis. Or, nous ne devrions pas être des ennemis s'il y a quand même des problèmes qui sont sur la table et que l'on évoque et qu'on peut expliciter. Ce qui est mauvais, c'est ce qui est en vogue au Sénégal, la médisance. La médisance. Et malheureusement, des gens écrivent même des médisances. Mais depuis que la VAR existe, on est bien. Parce que maintenant, si quelqu'un ment le 1er janvier 2023, mais le 1er janvier 2024, on devrait lui dire, monsieur, vous aviez menti le 1er janvier. Pourtant, les menteurs continuent à sévir, à occuper la place publique. Et comme on est dans un pays, je l'avais dit en 2002, et je me suis fait virer du gouvernement, de Masla et de Graoul. Il faut qu'on arrête ça. L'empire du mensonge. Comme l'a dit Emile Sofar. Et là, hommage à elle. Vraiment, cette fois-ci là, moi je l'avais dit dans une émission, cette fois-ci là, on ne laissera pas arnaquer. Parce que ceux qui a coincé la machine, ceux qui sont au pouvoir, ils croient que c'est une pérée là. Or, c'est eux-mêmes qui se sont neutralisés. Justement parce qu'ils nous doivent des comptes. Et qu'ils nous rendront compte. Ce qui me terrifie, c'est quand le président dit qu'il pourrait ne même pas voter. Cela veut dire qu'il ne voudrait pas passer le pouvoir à son successeur. Cela voudrait dire qu'il serait en vacances au Maroc au moment où nous voterons. Ce qui est à la fois une insulte à nos intelligences, mais un irrespect pour nos personnes, dans la mesure où nous lui avons confié un bien qu'il doit nous rendre solennellement en arborant l'écharpe qui lui confère le pouvoir, en la transmettant à son successeur et en allant tranquillement à l'aéroport s'il veut voyager. Mais comment sortir de l'impasse, du gouffre? Sur quel levier? Je voudrais revenir un petit peu sur d'autres questions aussi fondamentales d'analyse. Mais sortir du problème est important. Non, c'est-à-dire que tout ce que Baba a dit est vrai,
mais ce qui manque un petit peu, c'est, si vous voulez, l'analyse de la structure même des choses qui fait qu'on a du mal à discerner un petit peu les enjeux et la manière dont on peut régler ces enjeux. C'est la configuration de la structure qui plombe le pays, c'est ça? Bien entendu. Parce que si on regarde bien, on nous divertit à longueur d'antennes, de postes et de discussions par rapport à ce qui devrait être la quintessence même de la réflexion. Comment allons-nous sortir nos pays des difficultés qu'ils traversent? Mais c'est la question que je vous pose. C'est ça. Je dis que si on regarde la structure de l'économie du Sénégal, je ne suis pas économiste, je ne vais pas m'aventurer dans des théories économistes. Mais j'ai lu quelque part, parce qu'un ami me l'a envoyé, le International Labour Organization, qui nous donne des chiffres assez intéressants sur l'économie informelle. C'est quand même un domaine qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui dans l'échafaudage des structures à partir desquelles on peut espérer un développement. Les derniers chiffres disent que le Sénégal importe plus de 1000 milliards de produits alimentaires. Bien entendu, c'est-à-dire que bon, c'est des questions liées à l'agriculture, c'est des questions liées à l'industrialisation, c'est des questions liées à la manière dont nous serons maîtres des ressources qu'on a découvertes dans ce pays et qui ne vont pas nous échapper. Parce qu'il ne faut pas croire non plus que c'est parce qu'on a découvert le gaz, le pétrole et que les richesses minières sont exploitées et que l'or, comme il a dit tout à l'heure, aurait pu servir à autre chose qu'à être exporté de manière clandestine d'ailleurs souvent, au détriment de la production nationale et de l'utilisation qu'on pourrait en faire, comme de l'utilisation qu'on pourrait faire également du gaz, du pétrole et tout ça, malgré et en dépit des promesses qu'on nous fait de construction, disons, d'infrastructures, de centres de recherche, de centres de formation pour pouvoir gérer le pétrole. Mais ce qui est derrière, ce sont des forces autrement plus importantes et qui finiront par maîtriser la production pétrolière et gazière et pouvoir s'en servir au détriment des Sénégalais. Et aujourd'hui, on nous chante à tout venant que oui, avec la découverte du gaz, du pétrole, comme par enchantement, le lendemain des Sénégalais vont être radieux, ce qui n'est pas évident du tout. Et par rapport à cette structure, disons, économique classique, nous avons, j'ai dit tout à l'heure, le secteur informel, et j'aimerais donner quelques précisions là-dessus. Quand on nous dit que 9 travailleurs sur 10 occupent un emploi informel et que 97% des entreprises non agricoles sont dans le secteur informel, 97% des secteurs qui ne sont pas dans l'agriculture, que nous avons 51,1% des employés du secteur informel qui gagnent moins de 37 000 francs CFA par mois et que 92% des employeurs du secteur informel gagnent moins de 110 000 francs par mois, que 71,2% des entrepreneurs ont un chiffre d'affaires de moins de 100 000 francs. C'est-à-dire que voilà un secteur, on a toujours dit qu'il fallait l'organiser, qu'il fallait... Or, ce secteur rapporte davantage que le secteur dit formel. C'est-à-dire, comment se fait-il que dans nos pays, nous n'ayons pas, disons, un discours politique programmatique, y compris chez les candidats qui briguent le suffrage des Sénégalais pour la présidence de la République. Je n'ai pas encore vu quelque chose de crédible qui aille au-delà de ce que les assises nationales avaient préconisé, par exemple, parce que les assises nationales, quoi qu'on dise, et d'ailleurs, moi j'invite à retourner à la lecture des conclusions des assises nationales, qui ont tracé des voies de développement qui auraient pu, si on les avait appliquées, nous sortir des ornières que nous avons déjà constatées. Donc, la question qui se pose, c'est que ceux qui veulent briguer le suffrage des Sénégalais ne nous donnent pas encore à comprendre par quel mécanisme nous allons sortir des situations difficiles dans lesquelles les ménages sénégalais vivent, les jeunes vivent, au désespoir d'ailleurs de leurs parents, et que la migration clandestine continue, que nous ayons cette saignée des forces productives les plus utiles qui auraient pu servir, disons, de levain pour le développement de nos pays. Donc, tout à l'heure, en écoutant Baba, je me disais, finalement, en général, on me reproche de parler beaucoup dans les émissions, mais cette fois-ci, c'est moi qui parle de moins. Mais c'est pour terminer. Ah bon? J'avais l'impression que c'était l'inverse. C'est pour terminer c'est l'inverse. Sur quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que quand on n'est pas conscient du contexte dans lequel nous vivons, des défis
qui nous attendent pour régler des questions essentielles. Et que n'importe qui, je dis bien et je pèse mes mots, n'importe qui puisse avoir le toupet de pouvoir diriger ce pays-là, je dis que, mais attends, nous sommes tombés bien bas. Je veux dire que la quintessence de la réflexion devrait être au cœur des préoccupations de ceux qui veulent briguer les souverains des Sénégalais et gouverner le pays. Sinon, nous risquons de tomber dans les mêmes travers que nous avons constatés. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Ce qu'il faut faire, aujourd'hui. Je rappelle tout à l'heure que sur la migration clandestine, j'ai Oui. proposé le concept de migration concertée. Absolument. Donc je fais des propositions. Et j'aimerais bien que ces propositions soient prises en compte et discutées par qui de droit. Sur l'informel, il est quand même inquiétant que dans un pays où la fonction publique compte à tout casser 400 000 personnes. 400 000 personnes. Et où, comme il le dit si bien, ces chiffres sont exacts, presque 9 millions de personnes sont dans l'artisanat. Qu'on appelle avec mépris ce secteur informel. Mais non, c'est l'économie réelle du Sénégal. C'est comme ça qu'il faut l'aborder. Moi, je suis pour qu'on démystifie ces gens qui sont dans des bureaux avec des ordinateurs qui caractérisent avec des concepts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international des réalités sociales qui sont notre image. C'est le secteur informel qui doit tirer notre économie. Parce que c'est elle qui fait vivre la majorité des Sénégalais. Changement de paradigme donc. Il faut qu'on change les paradigmes scolaires qui font que nous n'osons pas certaines réflexions. Quand je parlais tout à l'heure de filière du cuir, mais c'est parce que c'est des filières adossées à des réalités sociales vivantes qui font vivre énormément de monde dans la dignité. Alors, ce que je voudrais souligner aussi, Alassane Samba Diop, sous le rapport qu'il vient d'évoquer, le problème que nous avons, c'est qu'on n'a pas encore eu un dirigeant qui soit suffisamment convaincu de ce qu'il dit pour le vivre et nous le faire vivre. Nous avons des acteurs de cinéma sur la scène politique. Des comédiens. Chacun vient, nous séduit avec des beaux mots. Une fois qu'il est rentré au palais, il regarde le grand coffre qu'il y a là-bas, que je connais, qui est énorme. Il regarde les 8 milliards de fonds politiques. Il regarde sa clientèle. Il est déconcentré. Il oublie ce pourquoi on l'a mis là. Mais entre-temps, Baba, il faut choisir comme un président le 2 avril. Qu'est-ce qu'il faut faire justement le 2 avril, cette impasse. Moi je dis, à chaque chose, malheur est bon. Ce qui se passe aujourd'hui, le fait que le pays est dans une impasse. Parce que c'est ça qu'il faut dire. On est dans une impasse créée par le président de la République, Macky Sall. Parce que c'est lui seul, le jour même où nous devions commencer la campagne électorale, qui a décidé qu'il n'y aurait plus de campagne électorale et même pas d'élection. Le Conseil constitutionnel le désavoue. Il passe par l'Assemblée nationale avec une histoire dont personne ne connaît les tenants et les aboutissants. Un soi-disant corrupteur, qui serait le Premier ministre, dont on ne parle même pas. 2 juges qui se seraient sentis offensés, qu'on lave à grande eau à l'Assemblée nationale. Malgré tout, pour garder un os dans la mécanique, un des juges porte plainte, au cas où. Tout ça, ça fait feuilleton de série 2. Je pense qu'il faut qu'on ose se dire les vérités. Que même ceux qui sont dans l'entourage du président, qui sont ses soutiens, à un moment donné, le tiennent par le bras de la chemise, lui disent « On a encore 1 mois. C'est vous qui avez dit que vous partez le 2 avril. On est le 4 là, je crois. Mars. Donc, la montre tourne. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que les parachutes sortent. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Je taquinais un de ses amis de la bande à Sandrine. Je lui ai dit, mais allez le voir. Parlez-lui. Puisque vous êtes des amis d'enfance et d'étudiants, allez lui dire qu'il y a un problème. Alors, dans toutes les chaumières, parce que nous, on voit que dans les médias, les activistes, les influenceurs, les chaînes attribuées, vrai ou faux, à l'opposition, qui crient. Mais depuis qu'on a vu ces jeunes gens sortir de prison, handicapés pour certains, maltraités par les forces de police qui doivent veiller à notre sécurité, qui doivent permettre à un citoyen de marcher dans la dignité, s'exprimer, qui doivent garantir l'ordre, d'accord, mais de connivence avec le service d'ordre des manifestants, pour que tout se passe très bien. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'une manifestation est autorisée, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la provocation? Il faut interroger ces choses-là. On sait que dans beaucoup de manifestations, ici et à travers le monde, des gens sont payés pour saborder l'ambiance bon enfant qui aurait dû permettre l'expression
de la citoyenneté. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une urgence. C'est de tous dire au président, vous avez un grand service à nous rendre. C'est de faire une belle sortie. C'est d'apaiser les tensions. C'est de penser les blessures dont vous pouvez avoir conscience que vous les avez provoquées. Toute personne qui vous dit le contraire n'est là que pour son intérêt personnel. Il faut que ça cesse. Parce que de toutes les façons, moi, j'ai eu le privilège, étant jeune, de connaître le président Léopold Sédar Senghor. J'ai connu le président Abdou Diouf, j'ai connu le président Wade. Je pense que Maguette et moi, on peut dire qu'on a connu les 4 chefs d'État que le Sénégal a eu depuis l'indépendance. On peut aujourd'hui faire un atelier sur l'évaluation. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Erreur, machin. Moi, je peux parler beaucoup des erreurs que j'ai vu le président Wade commettre. C'est pas parce que j'ai été son collaborateur que je ne dirai pas la vérité. Parce que la vérité ne lui appartient pas. La vérité, c'est ma conscience, c'est ce que je puisse regarder les Sénégalais dans les yeux et que demain la VAR ne dise pas oui, Baba avait dit ci, Baba avait dit ça. Okay, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement, en 3 minutes, Moi, hein, ce qu'il faut pour faire, sortir de l'impasse? nous sommes dans une Le 2 impasse. avril, là, le président dit C'est-à-dire moi que- je pars. Oui, On fait mais quoi? Tout ce qu'on observe là a été organisé et entretenu. Je crois que si on perd de vue cela, on n'a rien compris du jeu subtil et fin que des forces qui sont extérieures à nos préoccupations entretiennent dans notre pays pour empêcher l'expression démocratique d'une volonté du peuple sénégalais de se choisir le dirigeant qu'il veut. Si on n'a pas compris ça, on va ergoter. C'est-à-dire que c'est un peu comme le Wolof qui dit Bay Yann Moudem, nga top ci wat il lui dit d'or. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans des situations où nous avons la possibilité, disons, de dire ce que nous devons faire et ce que nous voulons faire et comment nous voulons le faire entre nous et pour nous-mêmes. Oui, mais est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on peut s'appuyer? Les pour leviers sortir sur du lesquels il faut s'appuyer, d'abord, c'est de respecter l'existant. Si nous avons des institutions qui ne doivent pas, disons, se crêper le chignon, chacune de ces institutions a des prérogatives. Il ne peut pas y avoir de conflit entre l'exécutif, le législatif et le juridique. Que chacun respecte son rôle. Et que les décisions qui sont prises par des instances comme le Conseil constitutionnel soient respectées. Et qu'on nous dise comment nous allons sortir de cette situation si le président actuel, disons, dépose, disons, ses attributs Le 2 avril. le 2 avril, et qu'on nous dise comment nous allons créer les conditions d'une sorte de transition jusqu'à l'organisation des Est-ce que prochaines le Conseil constitutionnel peut créer une jurisprudence par rapport à ce point bien précis qui ont vu du juridique? Dans d'autres pays, Mais- les conseils constitutionnels, en fonction de la réalité de la situation, de l'intelligence de la situation, créent le droit. Moi, je ne suis pas spécialiste du droit ni des questions juridiques, mais je pense en tant que citoyen sénégalais qu'il faudra bien trouver une astuce qui satisfasse tout le monde pour qu'il n'y ait pas un vide. Il ne peut pas y avoir de vide. Entre le moment où on dit « je démissionne parce que je ne suis plus le président de la République » et on doit organiser les élections, on doit passer un témoin à quelqu'un d'autre. Il faut bien. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Il me semble que l'une des hypothèses qu'on agite, c'est que le président de l'Assemblée nationale, même si cette disposition n'est pas explicitement, en tout cas dans les formes dans lesquelles elle devrait pouvoir être appliquée, dite dans la Constitution, alors donc, sinon, je ne vois pas comment on va sortir de cet imbroglio. Justement, est-ce que le Conseil doit avoir ce qu'on appelle l'intelligence de la situation pour créer une solution au Sénégal? C'est ce que Parce que l'on là, c'est le Sénégal qui est en C'est ce jeu. que l'on attend d'eux. Par contre, je peux dire ce que je ne souhaite pas qu'ils nous fassent. Ce que je ne souhaite pas qu'ils nous fassent, c'est qu'ils nous disent, écoutez, il y a eu une concertation nationale, une date a été proposée, il ne revient pas au Conseil constitutionnel de ramer à contre-courant de la volonté de la classe politique. Ça, on serait dans la merde. Mais Attendez. excuse-moi, Baba, mais la classe politique n'est pas une institution. Je sais. N'est-ce pas? C'est ce que Le dialogue qui a été convoqué c'est bien ce que je dis. est un cénacle dans lequel on peut discuter de tout Informel. et faire des propositions comme on veut. Informel. Ce sont des propositions. Oui, N'est-ce mais pas? c'est ce que je dis. Mais ce qui est constant, Rapidement. c'est ce que la loi dispose, c'est ce que les textes disposent.
Et à partir de ce texte-là, il faudra trouver quelque chose, Une une intelligence comme Juridique. tu l'appelles. Mais juridique. ce que vous semblez oublier, c'est que le Conseil constitutionnel a joué son rôle en disant au président Macky Sall, votre signature n'est pas valable, proposez-nous une date le plus rapidement possible. Et que le président, pour contourner cela, a organisé un dialogue. Il lui suffisait de regarder le calendrier, d'ajouter les jours perdus comment dirais-je, par rapport à la campagne électorale, et le tout est fini. Pourquoi nous jouer tout ça? Et ça coûte de l'argent. Je suis désolé, ça coûte de l'argent. Il faut qu'on regarde l'implication financière de ces choses-là. Moi, je dis, le président Macky Sall, il nous doit une belle sortie. En tout cas, Alassane, si tu Rapidement, permets, le temps- mais le temps est- en quelques secondes simplement, Le temps. il faut que les Sénégalais se rendent compte d'une chose, nous sommes en train de danser au bord du gouffre. Et si nous ne faisons pas attention... Évitons le gouffre. Oui, si on ne fait pas attention pour éviter ce gouffre-là, je crois que c'est l'instabilité chronique qui va s'installer et évidemment les conséquences de Nous, ça, on fait tout le monde attention, les a. Magaï. C'est le pilote de l'avion qui doit faire attention. Nous, on est des passagers. C'est le pilote qui doit nous faire atterrir dans de bonnes conditions. Absolument. Le temps qui nous est imparti est terminé. Merci d'avoir été avec moi sur ce studio de iRadio et de ITV en parlant du Sénégal. Merci à Madissi qui assure la technique. Bon dimanche à tous. Le meilleur de la radio, 98.3.